Bonjour tout le monde, c'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous dans le cadre de la transition Saint-Vite. Évidemment, je veux saluer Lab 22, un partenaire de notre gouvernement pour faire en sorte qu'on puisse davantage adresser les enjeux environnementaux dans les écoles du Québec. Vous savez, on a lancé un plan sur la jeunesse québécoise qui fait en sorte qu'on puisse davantage financer d'initiatives en environnement, évidemment comme l'initiative Lab 22. Mais d'abord, ça nous prend des jeunes engagés, visionnaires, qui ont à cœur l'environnement dans lequel ils habitent, mais également le futur, les prochaines années. Et vous savez, les gestes que vous posez aujourd'hui en environnement ont une répercussion dans votre environnement pour les prochaines années. C'est un réel plaisir de pouvoir vous entendre, vous écouter, mais surtout de visualiser, de constater les réalisations que vous menez dans toutes les écoles du Québec. Bravo pour cette belle initiative et surtout, bon succès à Lab 22 et à l'ensemble des écoles qui y participent. Alors, bon matin à vous. Merci d'être avec nous dans le cadre de l'événement La Transition Saint-Vite. Je me présente, Dominique Vizina, directeur général et chef d'orchestre du Laboratoire d'innovation sociale et environnementale, le Lab 22. Ce matin, nous avons le plaisir de débuter notre journée en ce café du matin avec M. Hubert Mention. Bonjour Hubert. Bonjour Dominique, très content d'être là. Très content de te recevoir dans les studios de la Shop ce matin, Merci. en ce mercredi matin. Le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est évidemment la reconnexion en nature, mais aussi l'université dans la nature, dont tu es le fondateur. Donc, la formule est simple, hein, on va échanger ensemble autour de ce café. Question de permettre à notre public, aux gens qui sont à la maison, de mieux comprendre en fait ce que c'est l'université dans la nature et aussi les différentes pratiques que vous avez développées ici au Québec, mais aussi à l'international et en Europe. Donc, je vais d'une première question, mon cher Hubert. Qu'est-ce que c'est l'université dans la nature? Alors, premièrement, c'est une OBNL. C'est une OBNL qui a un bureau à Montréal et un autre au Grand-Duché de Luxembourg en Europe. Et le but de l'université dans la nature, il est très simple, c'est de reconnecter à la nature. Sur une base qui est une base non seulement cognitive, mais sur une base aussi sensible. Donc nous, notre approche, ce n'est pas du tout qu'est-ce que l'humain fait à la nature, c'est l'inverse, c'est qu'est-ce que la nature fait à l'humain, parce que depuis les années 1980, il y a une somme colossale d'études qui, semaine après semaine, expliquent en quoi la nature affecte le cerveau, en quoi la nature affecte le corps, le système immunitaire, le système nerveux, etc. C'est encore très peu connu, et nous, notre but ultime, c'est que la nature devienne un outil de santé publique, parce que les preuves sont faites partout que les gens qui habitent dans des quartiers les plus verts ont beaucoup moins de problèmes de santé, aussi bien de santé mentale que de santé physique, etc. Donc on mène beaucoup d'actions, on fait beaucoup d'informations et on donne des cours pour accompagner la transition écologique d'aujourd'hui et de demain. Parfait. Évidemment, quand on évoque l'université dans la nature, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a amené à cofonder ou à fonder ce projet? Alors, c'est un événement personnel. Moi, j'ai été avocat pendant longtemps dans le milieu de la culture, dans le milieu du show business. C'est une vie très trépidante. J'étais en Europe et à Los Angeles tout le temps. Donc, à un moment donné, j'ai eu une sorte de burn-out qui s'est ajouté à des problèmes personnels. Et j'ai tout arrêté. Et j'ai donc voulu me retirer dans la nature. Et quand j'ai découvert ce que la nature m'avait fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et là, j'ai commencé à faire des recherches. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un très, très grand consensus scientifique sur cet impact de la nature. Donc j'ai voulu le faire savoir, parce que j'ai rencontré après des chercheurs en Europe qui avaient été mandatés par l'Union européenne pour faire toute une recherche sur l'impact de la nature et qui disaient à la fin de leur congrès, voilà, nous avons toutes ces connaissances, nous avons tous ces savoirs, mais on n'arrive pas à les transmettre à la société civile ni à la société politique. Comment faire? Et c'est là que je me suis dit, ben moi je vais faire quelque chose, je vais apporter ce que je peux faire, une courroie de transmission pour faire savoir tout ça, parce que c'est très peu connu. En parcourant votre site Internet, on découvre aussi que vous avez donc une formation
pour des éventuels formateurs. Actuellement, c'est offert à qui ces formations-là? Pour des enseignants, des professeurs, des gens des organismes sans but lucratif? Alors actuellement, les gens qui suivent... Donc on a deux formations. Il y en a une qui s'appelle Éco-Leader. Et cette formation, elle est vraiment destinée à donner à ceux qui veulent être des leaders dans la transition écologique la pensée, les données, les faits, les études pour nourrir cette transition. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne volonté, il faut vraiment avoir une connaissance quand même approfondie de justement cet impact de la nature. Donc cette formation de Éco-Leader, elle se donne en ligne. Et c'est ouvert à tous les gens qui, soit dans leur municipalité, soit au niveau provincial, soit à un niveau plus international, veulent agir. Donc ça, c'est la formation Éco-Leader. On a une autre formation qui est la formation pour devenir guide certifié, puisque donc on a créé une activité pour reconnecter les gens à la nature, en l'occurrence dans la forêt. C'est une activité extraordinaire. Les gens passent 3 heures en forêt et le guide leur apprend comment la forêt les affecte. Donc c'est pas qu'il leur explique que la forêt les affecte parce que tout le monde le sait, mais il leur explique comment. Le fait de regarder la nature, le fait d'entendre des sons de la nature, qu'est-ce que ça fait au cerveau, qu'est-ce que ça fait au système nerveux, etc. Donc on forme des gens à devenir des guides pour accompagner les gens dans la forêt et leur expliquer ça. Et donc on a des guides qui viennent un peu partout dans le monde et qui guident un peu partout dans le monde aussi. Ça s'adresse en fait à tous les gens qui pensent qu'il faut faire quelque chose dans ce sens-là. Il n'y a pas de prérequis, mais ce sont des cours qui sont quand même exigeants parce que c'est une matière rigoureuse. Nous, on a vraiment voulu, depuis le départ, ne prendre qu'un point de vue scientifique. Donc nous, on part vraiment de ce que la science nous dit du rapport entre la nature et l'humain. Donc il y a des connaissances qu'il faut avoir, mais c'est passionnant parce que c'est aussi de l'anthropologie. Enfin, on parle de la transition écologique, mais en réalité, c'est une transition de la pensée qu'il faut. Il faut changer notre façon de penser parce que c'est notre façon de penser qui a détruit beaucoup de choses dans l'environnement. Donc il faut revenir à la source, essayer de comprendre pourquoi on a eu cette pensée-là, comment on peut en avoir une autre. C'est passionnant. D'ailleurs, dans le cadre du projet qu'on accompagne dans les écoles, dans la démarche d'accompagnement et de soutien de la transition écologique à l'école, on voit qu'il y a vraiment un appétit par rapport à les classes à l'extérieur, amener les élèves aussi en nature. D'ailleurs, il y a un nouveau programme qui vient tout juste d'être lancé, qui est valide pour les prochaines années, Destination Nature, qui va permettre à des écoles, en fait, primaires, secondaires, d'amener des jeunes, je crois, c'est de... Je me souviens plus, 12 à 24 ans, en fait, en nature, dans des parcs de la CEPAC, pour aller justement vivre des expériences significatives. La question que j'aurais envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu considères être comme une expérience significative? Parce qu'on en a parlé préalablement et toutes ne se valent pas de la même façon pour vraiment permettre aux jeunes de vivre une expérience qui touche à la fois leur émotion, leur désir après ça de protéger cet environnement. C'est une très bonne et très grande question. Parce qu'effectivement, premièrement, il ne suffit pas d'être dans la nature pour être connecté à la nature. Il y a des expériences qui ont montré, par exemple, l'impact sur le cerveau de quelqu'un qui est au téléphone dans la nature n'est pas du tout le même que de quelqu'un qui simplement se promène. Quelqu'un qui court, qui fait du jogging dans la nature, ce n'est pas non plus le même impact que quelqu'un qui simplement s'arrête dans la nature. Et donc, c'est ce dont tu me parles, c'est un sujet qui est pour moi très important, c'est exactement comme les prescriptions nature, tu vois. C'est bien de dire aux gens d'aller dans la nature, mais quel est le discours qui accompagne ça, tu vois? Et moi, je crains que le discours de base, parce que c'est le discours qu'on voit partout aujourd'hui, ce soit un discours alarmiste. Moi, je vois que dans la plupart des panneaux d'interprétation qu'on a à droite et à gauche, au Québec comme ailleurs, c'est toujours, voilà, vous observez des oiseaux, mais ces oiseaux sont en danger, ils sont en danger à cause des activités humaines, etc. Donc la nature, qui à la base était un lieu de ressourcement, est en train de devenir un lieu d'angoisse. Et les gens qui sortent d'une promenade en nature, maintenant on parle beaucoup des éco-émotions, ben je me demande parfois si ça n'augmente pas leurs éco-émotions. Donc, moi, tu auras compris que je ne suis pas pour ce genre de discours. Je suis pour un discours beaucoup plus souple et en même temps beaucoup plus scientifique, de dire on va oublier pour l'instant les problèmes et on va se concentrer sur ce que ça nous fait. Donc, est-ce qu'on peut le ressentir, mais aussi, est-ce qu'on peut le comprendre? Parce qu'il ne suffit pas de ressentir, il faut également comprendre. On peut emmener des gens dans la nature, et ça s'est fait pendant des siècles, pour essayer de leur dire quel est le nom de cette plante, quel est le nom de cet arbre, quel est le nom de cet oiseau. Mais ça n'a pas tellement d'intérêt pour un être humain de savoir ça. Pour un scientifique, oui, mais pas pour quelqu'un qui n'est pas scientifique. Donc, aller dans la nature, c'est bien, mais ce n'est que le premier pas. Après, il y a vraiment toute une éducation à faire, toute une éducation à avoir. Et c'est pourquoi nous formons ce qu'on appelle des éco-leaders.
Et moi, je n'arrête pas de dire que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'éduquer les éducateurs. C'est de faire en sorte que les éducateurs aient d'autres sources de connaissances que toutes celles qu'on entend tout le temps, qui ne font que générer des émotions négatives, de peur pour l'état de la planète, etc. C'est pas bon pour la santé mentale et ce n'est pas non plus quelque chose qui est suffisant. J'abonde dans ton sens et on en a discuté préalablement. Éduquer les éducateurs, ça me semble important parce qu'évidemment, quand on parle d'amener ou de faire vivre des expériences significatives à des jeunes, encore faut-il que les adultes qui accompagnent ces jeunes aient vécu une propre expérience de connexion à la nature. Sinon, en effet, ça devient un peu théorique et on s'en va jouer dehors et on pense qu'il y a des bienfaits, mais jusqu'à quel point et comment amener un jeune à prendre conscience, en effet, de ce que ça lui fait vivre et lui donner par la suite le goût d'être plus actif à défendre, à protéger cet environnement, ces deux choses. Donc, oui. Ça me semble être super important. Donc, c'est ce que vous offrez dans le cadre de votre formation Éco-Leader. Oui. Parce que tu vois, il faut aussi se dire que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que des enfants d'il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, les enfants sont accros à la technologie. Et il faut faire très attention de ne pas avoir un discours qui oppose la nature à la technologie. Parce que sinon, on est en train de dire que la nature est une punition. Comment va-t-on faire? Donc, c'est pas ça. Il faut accepter que des enfants, dans la nature, aient de la technologie. Mais autant l'utiliser au profit de cette connexion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui permettent d'approfondir des expériences dans la nature. Donc, pourquoi ne pas les utiliser? Tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'on est en train de développer un partenariat avec les Espaces pour la vie et particulièrement le Jardin botanique. Et on voulait faire vivre une expérience de reconnexion en nature pour des jeunes de secteurs peut-être plus défavorisés de Montréal. Et la prémisse initiale, on se mettait à réfléchir sur comment on va bâtir l'activité jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, je me dise, mais le Lab 22, c'est un espace de co-création avec les bénéficiaires. Donc, il faudrait plutôt réfléchir à comment les jeunes, en fait, ont envie de vivre cette propre expérience de reconnexion. Donc, on est en train d'élaborer un projet dans ce sens-là et je pense que ça donne tout son sens au projet. Donc, ce n'est pas seulement les adultes qui viennent schématiser ou concevoir ce que c'est la reconnexion nature, mais de mettre les jeunes au cœur de qu'est-ce que la nature, ça vous fait et comment vous souhaitez qu'on fasse vivre cette expérience-là à d'autres jeunes. Je pense que ça donne beaucoup de sens. Oui, absolument. Et ce qui n'est pas évident, c'est que dans le milieu de l'éducation, il faut vraiment, c'est ce que moi j'appelle le réconcilisme, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réconcilier le sensible et le cognitif. Il faut arrêter de les séparer, parce que l'humain, il est comme ça, il a les deux en même temps. Donc il a aussi bien besoin de ressentir, c'est un besoin, que de comprendre. Et les deux doivent être mis ensemble. C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense que cette espèce de vieille architecture du prof qui sait tout par rapport à l'enfant qui ne sait rien, c'est tout à fait dépassé. Parce que l'enfant ressent beaucoup de choses et le ressenti peut être un savoir. Exactement. Je serais curieux que tu nous parles un peu, en fait, au bénéfice des gens qui nous suivent en direct de leur maison ou du travail. Peut-être que tu nous parles un peu de ce qui a été tenté comme expérience du côté de l'Italie ou du Luxembourg, le ministère de l'Éducation qui s'intéresse à cette approche-là. Qu'est-ce qui a été fait concrètement avec eux? Alors, en Italie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé des profs, justement. Tu vois, cette idée de former d'éduquer les éducateurs. Et je me souviendrai toujours c'était à Florence qu'on a fait ça. Il y a une éducatrice qui, à un moment donné, a dit « Je viens de me rendre compte que je me suis trompé pendant 30 ans. Pendant 30 ans, j'ai dit des choses qu'il n'aurait pas fallu dire. » Et j'étais très content d'entendre ça, parce que le discours qu'elle avait était un discours très négatif. Moi, j'écoute beaucoup les biologistes de la conservation, et beaucoup de biologistes de la conservation le disent eux-mêmes. Ils sont déprimés. Et donc, forcément, ça se transmet aux autres. Donc, c'est pas quand on est déprimé qu'on va agir. Donc, il faut changer de discours. Donc, on a fait ça en Italie. Au Luxembourg, on fait aussi des approches avec des élèves dans différents lycées. Avec 500 lycéens, on est en train de faire une reconnexion nature avec eux. Et avec le gouvernement du Luxembourg, donc là, on est consultant pour le ministère de l'Aménagement du Territoire. Parce qu'encore une fois, tu vois, la nature en ville, c'est très important, mais la nature en ville ne peut pas être ce que moi j'appelle du diverdissement, c'est-à-dire de mettre de la verdure pour dire qu'on met de la verdure. Il faut s'occuper des humains. Qu'est-ce que ça leur fait aux humains? Et il y a beaucoup d'études en psychologie environnementale, en urbanisme, qui montrent le type d'arbres qu'il faut planter, à quelle distance, quelles sont les expériences qu'on peut faire aux gens, etc., rien que par la présence avec la nature. Je dois dire qu'il y a des études en Angleterre, par exemple, qui ont montré on peut faire une relation entre le nombre d'arbres dans une rue et la prescription d'antidépresseurs. Tu vois. Ce qui signifie que ça vaut de l'argent.
c'est une économie. Ce n'est pas du tout c'est pas une dépense qu'on fait, c'est un investissement puisqu'on va diminuer les frais de la santé publique. Et moi, je milite beaucoup pour qu'au Québec, moi j'aimerais que le Québec soit en avance sur tous ces sujets-là parce que le Québec, partout dans le monde, est reconnu comme un endroit de nature. Moi, je suis ici parce qu'il y a la nature. Donc il faut profiter de ça et utiliser la nature autrement qu'en faisant des coupes à blanc, parce que c'est très utile. Je serais curieux de te demander, Hubert, est-ce qu'il y a déjà eu des approches de l'Université dans la nature, justement, auprès du ministère de l'Éducation ou au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, pour faire, du moins, amener cette réflexion-là autour de ce projet éducatif? Alors tu vois, la situation est une bonne question, parce qu'au Luxembourg, oui, au Luxembourg, les départements ministériels et les ministres viennent nous demander de les informer pour les plans d'aménagement du territoire, pas au Québec. Tu vois, je le regrette, j'espère que ça va arriver, mais ce n'est pas encore arrivé, alors qu'il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Parce que comme tu le disais, emmener les enfants faire des classes vertes, c'est bien, mais on change juste le décor. Mais si c'est pour dire la même chose à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça ne sert à rien. C'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. On a fait un événement il n'y a pas très longtemps qui était le rendez-vous des éco-leaders et des générations où on a mis des entrepreneurs avec des jeunes pour parler à la fois d'éco-responsabilité, mais aussi du marché du travail de demain. Et je me souviens, il y a une des jeunes qui nous a parlé d'éco-espoir. Donc, l'importance de renouveler aussi le narratif. Hein? Oui. On parle beaucoup d'éco-anxiété. En effet, c'est un fait, on le constate. Mais comment renouveler les narratifs, comment faire vivre des expériences qui développent un autre narratif, je pense que ces expériences-là, en effet, sont pertinentes pour venir alimenter cet éco-espoir qui est quand même assez nécessaire dans la société dans laquelle on est actuellement avec tous les enjeux qu'on a pour permettre aux jeunes d'avoir une fenêtre d'opportunité, une fenêtre d'ouverture sur leur avenir et le fait qu'on ne soit pas toujours dans un environnement, justement, désastre, problématique, mais quelque chose qui nous amène dans une vision peut-être un peu plus d'espoir et positive. Tu vois, absolument. Et nous, on lutte beaucoup contre l'idée, si tu veux, parce que c'est quand même une idée très dangereuse, mais qui est très répandue aujourd'hui, que l'humain est dangereux pour la nature. Si cette idée passe dans la société de façon globale, c'est très grave, parce que plus personne n'ira dans la nature. Par amour de la nature, on n'ira plus dedans. Moi, je suis tout à fait persuadé que ce n'est pas l'humain qui est dangereux pour la nature, ce sont plutôt les grosses industries qui sont dangereuses. Et on n'a pas à transférer la responsabilité de ces grosses entreprises sur les épaules des humains. Et on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui sont obsédés par le recyclage, par exemple, mais c'est un transfert de responsabilité, ça. Parce qu'en réalité, il ne faudrait pas qu'il y ait du recyclage mis sur le dos des citoyens, mais mis sur le dos des entreprises. Mais pour les entreprises, évidemment, c'est des charges supplémentaires, donc ce ne sont pas des problèmes simples. Hein. Mais je suis persuadé que beaucoup de très grands entrepreneurs, ils habitent en pleine nature. Hein. Ils aiment la nature. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser ce contact affectif. Et c'est ça qui a été coupé par notre éducation, parce que, soi-disant, tout ce qui est subjectif n'est pas scientifique. Tu vois. Alors ça a été écarté du débat, alors que c'est ça la base d'un être humain, c'est d'abord son ressenti. Quand tu parles de ressenti et d'affect, ça me rappelle une discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, où je te disais qu'un jour, j'avais eu l'intuition, ça n'était pas programmé, d'amener des jeunes en fait en nature pendant 2-3 jours et à un moment donné de découvrir que le ciel était fabuleux cette nuit-là et d'avoir invité les jeunes à s'habiller en habits d'hiver, de sortir dehors et de leur mettre une cantate de Bach pour profiter de l'immensité. Et c'est là que j'ai compris aussi ce que tu appelles justement de faire vivre par l'affect, par l'émotion, parce que plusieurs enfants se sont mis à pleurer. Par l'immensité, par la beauté du moment. Et en effet, je pense que si on veut reconnecter les jeunes à la nature, il faut leur permettre ce genre d'expérience-là qui dépasse largement une petite visite d'1 heure dans un parc à côté de l'école. Il faut les sortir du milieu urbain. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques que tu as vues s'installer, que ce soit ici ou ailleurs au Québec, qui étaient très inspirantes et qui devraient faire bonne pratique ou bonne école? Oui, parce que si tu veux, quand on parle de reconnecter à la nature, qu'est-ce que ça veut dire la nature? Tu vois, c'est une vraie question aussi, ça. Qu'est-ce que c'est la nature? C'est une question philosophique, je ne vais pas entrer là-dedans, mais c'est une question, ça fait 2000 ans qu'on débat de cette question. Mais il y a dans cette question quelque chose qui est très intéressant. Quand moi, j'emmène ou les guides qu'on forme emmènent des gens dans la forêt, et qu'après, c'est parce que c'est une activité qui se fait en silence, mais après il y a un échange, ce qui ressort toujours, quel que soit le pays d'ailleurs, c'est qu'en fait, ce que les gens sont venus rechercher, c'est une reconnexion à leur nature. Tout à fait. Ils sont en train de vouloir se reconnecter à leur propre nature. Se recentrer. Oui. Et donc, moi, je pense qu'on ne peut pas parler de reconnexion à la nature si on ne parle pas de cette question-là. Comment est-ce que je peux me reconnecter à ma propre nature? Et nous sommes dans une culture
qui, depuis très longtemps, n'acceptent pas notre nature. Hein. Moi, je me souviens dans les écoles primaires, quand j'étais enfant, il y a des profs qui disaient « cet enfant est une mauvaise nature ». Hein. C'est une mauvaise nature, donc grâce à notre culture, nous allons changer sa nature. C'est vraiment le fond de notre culture. Et donc, comment rendre hommage à notre propre nature? Que signifie-t-elle? Et je suis très, très heureux d'entendre que les étudiants qui ont suivi les cours Éco-Leader, je les entendais l'autre jour dire que ça les a réconciliés avec leur propre nature et qu'ils ne se jugent plus comme ils se jugeaient avant. Tu vois, en disant ça c'est mauvais, ça c'est bon, non, c'est plus ça. C'est une réconciliation avec soi et avec le monde extérieur aussi. Mais bon, par ailleurs, pour répondre plus en détail à ta question, nous on fait beaucoup de recherches scientifiques. On a fait donc une recherche avec McGill sur l'impact de l'activité qu'on propose pour la mesurer physiologiquement. On est en train de monter une recherche aussi au Luxembourg et j'espère aussi au Québec sur l'impact de la nature digitale pour les gens qui ne peuvent pas bouger. Les gens qui sont très âgés, les gens qui sont hospitalisés, on va essayer de mesurer ce que ça leur fait avec un professeur de l'Université de Montréal qui a développé des techniques incroyables, parce qu'aujourd'hui, tu peux sentir les odeurs selon l'endroit où tu es, enfin, c'est tout à fait fantastique. Il y a plein de trucs qu'on... Ça, ce serait un projet qui serait éventuellement offert à des gens dans les CIUS ou dans les... Oui. Ce serait une super expérience, en effet. C'est ce qu'on veut, tu vois. C'est absolument ce qu'on veut. Pour ceux qui n'ont plus la possibilité de sortir. Exactement. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si tu veux, il faut qu'on aille vers un monde où on va être proche de la nature de la naissance à la mort, tu vois. Il y a une fondation à Ottawa qu'on aime beaucoup qui met de la nature dans les hôpitaux, tu vois, dans les salles d'attente, parce que, qui s'appelle Oublie pour un instant, pour dire je ne sais pas parce que je suis à l'hôpital que je dois être hyper stressé, et la nature a cet impact-là. C'est la même chose dans les entreprises, dans les bureaux, etc. C'est non seulement sortir à l'extérieur, mais c'est aussi ce qu'on appelle le biophilic design. Oui. Hein, c'est comment est-ce qu'on peut amener la nature à l'intérieur. Et on a aussi mesuré l'impact que ça a sur la productivité, sur l'absentéisme, etc. Et c'est impressionnant. Alors, ce qu'il faudrait penser, c'est de prescrire, en fait, au ministère de l'Éducation et peut-être ailleurs, en fait, une prescription santé. D'ailleurs, je pense avoir entendu qu'il y avait ça au Japon, en fait. Ben, ça existe déjà maintenant ici. Hein. Au Canada, ça existe. Au Québec, ça va commencer. Mais encore une fois, tu vois, c'est qu'est-ce que les gens vont aller faire dans la nature. Je sais que, parce que ce sont des pratiques qui viennent de Grande-Bretagne. Et moi, j'ai un peu vu ce qu'ils proposent. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si on te dit, va dans la nature et puis tu observes une fleur qui pousse et puis après tu regardes le ciel, c'est pas ça, tu vois. Il faut aller plus en profondeur. Et il faut changer notre regard sur la nature. Et ça ne peut pas se faire comme ça, mais ça se fait. Je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'en effet, quand on fait vivre des activités aux enfants, la première question qu'on se pose, c'est quoi l'intention éducative? Oui. Et là, l'intention éducative, ce n'est pas nécessairement en effet de leur... Oui, peut-être qu'il pourrait y avoir un volet où on parle de ce qu'on retrouve autour de nous, mais de faire vivre l'affect, une expérience qui fait vivre une connexion, en effet, qui dépasse largement le narratif plus éducatif et pédagogique et fort pertinent. C'est ce que je retiens un peu de notre échange aujourd'hui. Oui, absolument. Excellent. Ne pas être seulement dans le cognitif, il faut vraiment les deux. Et tu sais, il y a des gens au début qui me disaient « Mais pourquoi vous insistez tellement sur ce que la science a dit? On le sent bien. » En effet. Et moi, je leur répondais toujours « Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir les deux? Ressentir et en même temps savoir. C'est ça un être humain. C'est les deux en même temps. » Notre café s'achève, mon cher Hubert. J'aimerais peut-être que tu nous dises un mot de la fin, un souhait que tu pourrais avoir, en effet, pour la jeunesse québécoise qu'on accompagne actuellement dans les écoles, au primaire, au secondaire, même à l'université, au cégep. Quel serait ton souhait le plus cher par rapport à tout ce qu'on a parlé ensemble ce matin? Bien, je vais te dire que, premièrement, je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde la nature et le recyclage. C'est pas la même chose, tu vois. C'est bien de recycler, mais c'est pas ça, la nature. Ça, c'est le premier point. Donc, je crois que c'est important d'amener de la nature à l'intérieur des écoles, sous quelque forme que ce soit. La deuxième chose, c'est que la culture québécoise, je la connais bien parce que je l'ai étudiée, j'ai écrit beaucoup de livres là-dessus, c'est une culture qui a toujours été proche de la nature, plus proche que beaucoup d'autres. Et c'est très important que les enfants demandent à leurs grands-parents, c'est quoi vos souvenirs de nature? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant? Que faisaient vos parents pour essayer de renouer avec une histoire qui a toujours été une histoire de bois, qui a toujours été une histoire d'exploration et qu'il ne faut surtout pas perdre parce que c'est vraiment, pour moi, ce n'est pas que ça, bien entendu, mais c'est un élément très important de la culture québécoise. Ça me fait sourire parce que je porte la chemise ce matin qui est tout à fait l'homme des bois. Voilà. Et j'y retournerai très bientôt. Merci beaucoup, Hubert. Avec plaisir, Dominique. Un plaisir, encore une fois, d'échanger avec toi. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'Université dans la nature, vous vous rendez au www.umqc.ca.
unature.org pour en savoir un peu plus sur la formation d'éco-leader. Et sinon, au Lab 22, on va vous proposer très prochainement un webinaire pour aller un peu plus loin avec Hubert et peut-être proposer une reconnexion en nature pour des adultes du milieu éducatif qui souhaiteraient aller plus loin dans cette expérience-là pour mieux la proposer ensuite aux élèves. Alors, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent à ce petit café du mercredi. Très agréable et je vous invite évidemment à poursuivre dans notre programmation de la journée en vous rendant au www.lab22.org pour savoir ce qui se poursuit en après-midi. Et je porte à votre attention le fait que chaque capsule, que chaque activité auquel vous allez participer seront disponibles en ligne, donc vous allez pouvoir les réécouter et les partager dans votre réseau. Alors, la prochaine activité qui s'en vient s'appelle Écriture engagée, le pouvoir des mots, de 9h à 9h45 et sera présente Mme Isabelle Picard qui est autrice et chroniqueuse Wendat, accompagnée de Léo Coupal, qu'on vous a déjà présenté il y a déjà presque un an au Lab 22, un jeune poète slameur, ainsi que Narges Guetta d'Amnesty International francophone Canada. Alors, bon après-midi à vous et à plus tard.